Bienvenue au 15e épisode de la sauce Bitcoin. Cette fois-ci, j'ai un invité québécois, Jonathan Leblanc, un écrivain et codeur qui est aussi un Bitcoiner avec des visions et des opinions un peu différentes de tous les autres Bitcoiners. Vous allez voir, nous avons discuté de UBI, de CBDC, de socialisme et on n'est définitivement pas d'accord sur plusieurs sujets. Mais malgré ça, on a quand même réussi à avoir une discussion dans la politesse et qui m'a enrichi et m'a peut-être fait réaliser que dans le Bitcoin, il y a plusieurs différentes opinions qui peuvent collaborer ensemble. Donc, je vous invite à écouter l'épisode et bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue au 15e épisode de la sauce Bitcoin. Je suis avec Jonathan Leblanc, un pleb Bitcoiner, un auteur, un homme avec beaucoup d'opinions qui m'a rejoint sur Twitter. Qui d'ailleurs, je trouve, des fois, ça ne correspond pas nécessairement à mes opinions à moi. Donc, on est rencontrés en contact sur Twitter pour une conversation sur la sauce Bitcoin. Donc, bienvenue, Jonathan. Merci. Heureux de t'avoir ici. Donc, vu que la conversation, on apprend à se connaître, c'est la première fois qu'on se parle en fait. Donc, ça va être vraiment free for all. Puis, je pense que je vais te laisser commencer à te présenter juste en général de comment tu te présentes justement aux gens normalement. Oui, ben, dans le fond, mon nom est Jonathan. Je suis programmeur, analyste de jour et écrivain de soir. Donc, c'est ça. J'écris des livres je dirais, depuis 2018. Je pense que c'est l'année où j'ai écrit mon premier livre. Euh, c'est ça. Pour gagner mon pain, naturellement, je suis programmeur. Ça paye plus. L'écriture, ça paye pas bien, bien. Mais ouais, c'est ça. Dans le fond, je suis un gars pas mal normal, de 30 ans. Euh, ouais, c'est ça. J'aime ça râler la marde sur Twitter. Fait que des fois, c'est pas voulu si je choque le monde ou quoi que ce soit. Mais ouais, c'est ça. Ouais, puis je suis content d'être ici. J'aime parler de pas mal tout. J'aime ça parler du Bitcoin. Puis ouais, c'est ça, je suis content d'être ici. Parfait. Je ne sais pas si tu as écouté d'autres épisodes de la sauce Bitcoin, mais mon but vraiment, c'est d'interviewer euh, des personnes de tous les horizons, mais en même temps, un peu des francophones partout à travers la planète. Hmm. Donc, j'interviewe des personnes d'Afrique, du monde en Amérique latine, des Franco-Mexicains, des Français, des Québécois. Donc, mon but, c'est vraiment de faire un mélange puis de découvrir des histoires. Cool. Mais bon, j'aimerais commencer par, justement, tu as dit que tu es un écrivain et un codeur. Et d'habitude, c'est pas nécessairement euh, le mix qu'on retrouve normalement chez les personnes. Comment t'en es arrivé là à avoir cette passion qu'est l'écriture, qui est plus un art, plus euh, quelque chose de créatif dans le sens artistique, comparativement à être un développeur qui c'est plus mathématique ou de l'ingénierie, disons. Ouais, analytique. Ouais. Ben, j'ai commencé avec l'écriture, je te dirais. C'est quelque chose que je fais depuis 2018, dans le fond, écrire des livres, mais depuis que je suis tout jeune, que j'écris des petites affaires que j'ai jamais fini, que j'ai jamais complété. Donc, c'est plus ça. Euh, je te dirais que pour moi, le codage, c'est une forme d'écriture. Fait que je suis arrivé au code plus cette opinion-là. Euh, je vois que dans le code, c'est créatif quand même. Il y a beaucoup de problem solving et puis il faut trouver des solutions aux problèmes, des choses comme ça. Euh, donc, pour moi, c'est une forme d'écriture. Donc, j'ai commencé avec l'écriture, puis dans le fond, l'histoire derrière le codage, c'est que au début, je prenais un cours au cégep. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais au cégep, c'est comme, dans le fond, une école préparatoire à l'université au Québec. Et puis, dans le fond, on peut prendre un cours ça s'appelle une technique de 3 ans, ce qui nous permet de chercher un métier après. Fait que, au début, j'étais en sciences humaines. Je savais pas trop si je voulais à l'université. C'était pas clair dans ma tête. Puis j'avais pris un cours de coding parce que dans le fond secondaire, j'avais gossé un peu avec Game Maker, puis je connais un peu. Fait que je m'étais dit pourquoi pas. Il faisait du action script dans ce cours-là. Fait que ça, c'est pas pire. Bref.
Fait que c'est ça, je me suis pointé à ce cours-là, puis j'aimais ça. Je faisais du coding quand j'étais ado à l'école secondaire. Et puis le prof qui m'a dit: «Ah, t'es bon en code, pourquoi tu ne deviens pas programmeur?» Puis honnêtement, j'avais pas d'autres, j'avais pas d'objection. Fait que j'ai décidé au lieu d'aller à l'université en sciences humaines, de prendre un détour par la programmation, faire une technique là-dedans. Donc, c'est un peu un addon si j'ai choisi ça. Euh, mais j'ai beaucoup commencé, en commençant à en faire puis en apprenant, j'ai découvert que j'aimais beaucoup ça. Et puis que dans le fond, oui, il y a beaucoup d'analytique, il y a beaucoup d'ingénierie, puis des choses comme ça, mais il y a beaucoup d'un aspect créatif, un aspect d'expression. Dans le fond, on communique avec la machine, il faut lui donner une liste d'instructions. C'est ça le coding. Donc, c'est ça, j'ai vu des parallèles entre les deux. Puis c'est ça. C'est plus l'aspect créatif de la programmation qui m'intéresse. Je suis plus un gars de front-end que de back-end, honnêtement. Le design puis tout ça aussi, j'aime ça. Fait que c'est plus l'aspect créatif de la programmation qui m'a interpellé. Puis, quoi qu'il y ait beaucoup d'analytique derrière ça, il y a beaucoup aussi de créativité juste pour régler les problèmes puis développer les solutions. Cool. Puis, est-ce que tu travailles à ton compte comme pour différentes compagnies ou tu as des contrats ou tu travailles dans une compagnie fixe? Puis, peut-être t'es pas obligé de mentionner où est-ce que tu travailles si tu veux pas. Ouais. Mais est-ce que tu travailles dans une grosse compagnie ou tu as justement des contrats ici et là, puis tu es plus à ton compte? Pour l'instant, je travaille pour une compagnie. C'est une PME, une petite moyenne entreprise. Mhm. Donc, c'est ça, c'est peut-être une vingtaine, une trentaine de personnes. Puis, peut-être, en fait, plus petit que ça. Ouais, c'est très petit. Mais c'est ça, on fait des solutions pour le système de santé, dans le fond. Mhm. Avant ça, je me suis Le essayé à système mon... de santé Oui, québécois? oui, c'est une petite PME québécoise. Oui, OK, oui, oui, OK. le système de santé québécois, oui, oui. Avant, je m'étais essayé à mon compte, en fait. Ça n'a pas vraiment fonctionné. C'est une bonne période d'apprentissage. C'est en 2021 que j'avais décidé de me lancer à mon compte. J'ai failli avoir un client, mais dans le fond, il y avait déjà un consultant qui était là, qui faisait un peu du gatekeeping. Donc, c'était soit je commençais à travailler pour la compagnie de consultation ou bien, dans le fond, j'allais ailleurs. Fait que j'ai décidé d'aller ailleurs. Finalement, c'était une pas pire décision parce que c'est ça, j'étais pas vraiment. Je voulais vraiment essayer de me chercher des contrats puis essayer à mon compte. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que c'était pas pour moi, puis je suis redevenu, dans le fond, employé une petite PME, là. Je comprends. Et j'aimerais bien savoir un peu plus sur ce que tu as écrit. Tu as écrit 3 livres, tu m'as dit, ou 4 livres. 4 livres, oui. Donc, je suis intéressé, sûrement que des auditeurs aussi sont intéressés, quel genre de livre tu écris. Puis ceux qui sont intéressés, comment les retrouver, comment les lire. Oui. Donc, le premier que j'ai écrit, ça s'appelle Spearfinger. C'était une petite histoire, une nouvelle que j'avais écrite, dans le fond, en temps perdu. Puis, c'est ça. J'hésitais un peu dans le temps d'essayer de me trouver un publicateur ou de me publier moi-même. Puis, j'ai décidé d'aller la façon Amazon. Dans le fond, je les self-publish sur Amazon. Dans le fond, si vous recherchez le lien sur Amazon, vous allez le trouver, Spearfinger. C'est une nouvelle d'horreur. Dans le fond, c'est inspiré d'une légende amérindienne. Dans le fond, un démon qui se promène puis qui arrache les foies, le liver des personnes. Fait que c'est le premier livre que j'ai écrit. Mais c'était pas très sérieux. J'hésitais un peu par rapport à mon style. C'était pas très. Oui, c'est un style d'horreur puis tout ça, mais c'est un peu un fairy tale. Là, c'est pas. Il n'y a pas de sujet heavy, je te dirais, là-dedans. Mhm. C'est plus par après que j'ai décidé d'aller plus vers une tangente plus de sujets d'actualité avec mon deuxième livre que j'ai écrit, Dear Liberty. J'ai écrit en anglais en passant, fait que juste pour information. Dear Liberty. Celui-là, je n'ai pas encore publié. C'est pas encore prêt pour la publication. J'ai écrit le brouillon, mais euh, quand on écrit un brouillon, on écrit le livre pour soi.
Mais quand on écrit, si on veut se faire publier ou on veut que ça soit lu par d'autres personnes, c'est là que la réécriture entre en jeu, ou ce qu'on écrit pour le lecteur. Donc, c'est un peu au stade de l'écrire pour le lecteur, ce livre-là, quoique le brouillon est complété. Puis ça traite dans le fond, de plusieurs sujets. C'est une dystopie dans un univers fictif où en 2008, tu as une grosse peste, puis la crise financière qui est arrivée en même temps. Donc, c'est un peu foutu le bordel dans le monde. Puis ça a comme, dans le fond, switché de place le tiers-monde puis le premier monde. Et puis, ça prend place en Pologne, où dans le fond, tu as une dictature qui a pris le pouvoir, dans le fond, dans tout le chaos. Et puis, ils ont survécu parce que c'est eux qui ont inventé le premier vaccin, ou l'antibiotique plutôt, pour la peste. Donc, ça se passe dans cet univers-là. Peut-être 20 ans après la peste, donc quand même dans le futur un peu. Puis, oui, c'est ça, où c'est gender neutral partout. Dans le fond, tout le monde est référé comme un objet. Et puis, c'est un peu une critique de la bureaucratie au Québec, là. Intéressant. Mais mise en place, mise en scène dans un autre contexte, là. C'est quand même fascinant parce que moi, je suis d'origine polonaise, Oui, donc oui, oui. définitivement, ça attire mon attention. Pourquoi en Pologne? Y a-t-il une raison particulière? Parce que c'était comme un peu la frontière entre le communisme puis le monde occidental. Y avait-il une raison particulière ou c'est juste que ça donnait que tu as choisi le pays de manière aléatoire? Je t'avoue que j'étais un grand fan de l'histoire. Et puis, ça me faisait chier un peu qu'au travers de l'histoire, la Pologne s'est toujours fait envahir, s'est fait déconstruire, s'est fait reconstituer. Donc, je me disais, ben, Boswell, si c'est mon histoire, puis il faut que l'antibiotique tombe dans un pays, j'aimerais ça que ce soit la Pologne. Pour une fois qu'ils soient les winners, qui survivent, puis qui, dans le fond, qui gagnent, puis qui deviennent la puissance européenne, si on veut. Donc, c'est ça, je me disais, c'est la raison pourquoi j'ai choisi la Pologne. Intéressant. Ben, pour ceux qui ne savent pas, en 1000 ans d'histoire, je pense que la Pologne n'a jamais attaqué un autre pays. Elle s'est toujours fait attaquer. Donc, Hmm. toujours en mode défense. Mais malgré ça, on est toujours là. Hmm. Mais c'est un bon. Je vais définitivement lire celui-là, ça m'intéresse. Puis c'est drôle que tu as t'as utilisé cette histoire-là pour critiquer la bureaucratie québécoise. Pourquoi c'est important pour toi de critiquer la bureaucratie québécoise? Ah, parce que la bureaucratie québécoise est brisée, mon cher. Ça n'a pas de bon sens. Ça a des souches dans la Révolution tranquille des années 60-70, mais depuis, ça a perdu un peu son but original, c'est-à-dire de simplifier la vie des gens et puis de protéger la veuve, l'orphelin et tout ça. Dans le fond, je trouve que la bureaucratie virait un peu hors de contrôle. Et puis, ça rend fou maintenant, juste pour se pogner, juste pour pogner une job dans le secteur public, là. C'est rendu débile, là, tu sais. Il faut que tu passes d'entrevue après entrevue. Il y a telle paperasse, il y a telle paperasse à remplir. Dans le fond, c'est très difficile de même se pogner une job, dans le fond, dans le public. Puis c'est rendu à ça que les services même sont difficiles à atteindre des fois. Tu sais, tu pointes à l'urgence, puis ça peut prendre 7-8 heures. Je me rappelle, je travaillais dans un restaurant il y a quelques années, dans le temps que j'étais au cégep, justement. Et puis, je m'étais ouvert le doigt à cause qu'il y a un pot qui avait cassé ou quoi que ce soit. Fait que ça pissait le sang, c'était le bordel. Fait qu'il fallait que j'aille à l'urgence, dans le fond, à l'hôpital. Ben, je me suis pointé là, puis ça me prenait des points de suture, puis j'ai attendu là toute la nuit. Puis c'est Shawinigan, hein, fait que il y a pas beaucoup, beaucoup de gens. C'est pas comme si c'était à Montréal où il y a énormément de personnes, tout ça. La salle d'attente était pratiquement vide, puis c'est ça a pris 7-8 heures. Euh, des choses comme ça, où c'est rendu gros, c'est rendu inefficace. Et puis, c'est ça, je me sentais de besoin de le critiquer un peu. 7-8 heures aujourd'hui, je pense que c'est un bon temps. Ouais, c'est ça. C'était dans le les- temps quand ça, ça allait bien. c'est les temps moyens maintenant. Je pense que ça peut tourner autour de 24 heures et plus. Tabarouette. Mais, mais bon, Voilà. moi, je suis d'accord avec toi. C'est une des raisons un peu pourquoi j'ai quitté le Québec. Comme tu le sais, c'est justement cette tout pour l'État. On doit se sacrifier pour l'État, mais finalement, il est pas vraiment efficace. Puis, Hmm. mais bon, les Québécois persistent à croire que c'est le meilleur système au monde. Fait que c'est un peu énervant.
Ouais. Et, bon, et c'est encore ironique que toi, en plus, tu fais des systèmes qui potentiellement vont peut-être Ouais. améliorer la chose. C'est comme un cercle. On est dans un cercle complet, là. Ouais, 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 c'est ça. Il fallait. Donc, ça, c'était ton deuxième livre, t'as Oui. bien dit. Puis là, le troisième. Le troisième, c'est un livre que j'ai écrit parce que là, en 2022, j'ai écrit deux livres. Et puis le premier de ces deux livres, c'est le troisième. C'est un livre personnel où ce que j'avais essayé de disséquer un peu parce que dans le fond, c'est une longue histoire, mais en 2021, c'était une année assez rock'n'roll, je pense, pour beaucoup de personnes avec la pandémie puis tout ça. Et puis, dans mon cas, avec l'isolation, puis tout ça, j'ai eu des problèmes de santé, de santé mentale, je te dirais. Et puis, je sais que c'est tabou, mais dans le fond, je suis souvent d'en parler, ça ne me dérange pas. Puis, ouais, c'est ça. Ça a été assez rock'n'roll. Je me suis. euh, Dans le fond, j'avais une blonde dans le temps, puis dans le fond, on s'est laissé, ça l'a mal fini. J'avais une job, dans le fond, en programmation. Et puis, j'avais décidé d'aller à mon compte, dans le fond, de quitter ma job, tout ça. Fait que c'est une année de gros changements. Et puis, ça l'a mené à une hospitalisation, dans le fond, en 2022, en janvier 2022. Donc, ce livre-là, j'avais écrit pour essayer de décortiquer comment est-ce que je m'étais rendu là, et puis aussi pour donner du contexte, en fond, à mes médecins par rapport à ça. Donc, c'est un livre que je ne planifie pas publier, puis que je ne veux pas donner ben trop de détails non plus, parce que c'est très personnel, mais c'est le troisième livre que j'ai écrit. Maintenant, ouais, c'est ça, c'est ça qui est ça. Et puis, dans le fond, le quatrième, il est en lien un peu. C'est aussi un livre que j'ai écrit par rapport à des expériences personnelles que j'ai eues. Mais par rapport à l'Église, dans le fond, j'étais leader jeunesse dans une petite église sectaire à Shawinigan, une église baptiste. Et puis, le quatrième livre, The Annihilist, ça traite de ces expériences-là. C'est fictionnalisé, c'est sensationnalisé beaucoup. Euh, Bien oui, ça traite de ces expériences-là, puis c'est comme un moyen de catharsiser ces expériences-là et puis de les sortir un peu du système. Donc, c'est ça l'écriture pour moi, en vrai. C'est comme un exorcisme. Dans le fond, tu sais, il y a des choses qui choquent, il y a des choses qui arrivent. Il y a des, tu sais, j'aime ça l'actualité. J'essaie de me tenir renseigné sur le monde. Et puis, c'est une façon de sortir ce méchant-là, tu sais, dans une forme créative et constructive. Donc, c'est ça le quatrième. Puis le troisième, c'est en lien avec des expériences personnelles, là, dans le fond, par rapport à ça. Ben, merci beaucoup d'ouvrir par rapport à ça. Justement, tu dis c'est tabou, mais bon, sur le podcast en tant que tel, justement, c'est cool que tu sois ouvert à parler de ça. Évidemment, s'il y a des trucs que tu veux pas partager, je comprends entièrement, mais justement, c'est un peu, tu sais, comme tu as dit, 2021, c'était une époque vraiment difficile pour beaucoup de personnes. Hmm. Le climat culturel au Québec, tu sais, les liens familiaux, il y en a beaucoup qui se sont brisés, puis c'est pour des nombreuses raisons. Moi, je trouve que le gouvernement, il s'ingérait de manière drastique dans Hmm. la vie des gens. Tu sais, j'ai des amis, par exemple, qui n'étaient pas vaccinés, Hmm. que ses parents ne voulaient pas qu'ils viennent à Noël. Tu sais, des trucs vraiment choquants. Tu sais, dénonce ton voisin, toute cette culture Ouais, de... ouais. bon, je connais pas les détails de ta situation, mais moi, personnellement, j'en suis pas arrivé à avoir des problèmes mentaux, mais il y avait une rage en moi qui Hmm. grandissait. Mhm. Et puis la façon peut-être que j'ai trouvé un échappatoire pour pas en arriver là, euh, parce que je me sentais vraiment enfermé, ben, c'était peut-être quitter le Québec. Pour moi, c'était la solution. Hmm. Il est quand même drastique, mais je me rends compte que, il y a bien des gens qui sont pas nécessairement dans la même situation. Bon, moi, j'avais la possibilité de le faire, j'ai un travail à distance. Mhm. Euh, pas de famille encore tu sais, à prendre soin. Mais c'est bien que tu en parles parce que effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'on a omis de faire un retour au moins là-dessus. Ouais. Parce que c'est au Québec, là, c'était assez grave là, les problèmes de mentaux qui sont développés puis tout ça. Fait que, mais bon, c'est vraiment intéressant que tu as parlé de ça. Mhm. Oui, c'est un enjeu qui, je crois, qui a vraiment ébranlé beaucoup, beaucoup de sociétés occidentales. Tu sais, pour nous, dans le fond, les lockdowns et ces choses-là, juste porter le masque, tu sais, c'est un gros changement. C'est quelque chose qui est pas naturel pour nous.
Et puis, mais surtout l'isolation, je te dirais. Comme tu dis, il y a beaucoup de liens familiaux qui ont été brisés, des couples, des ruptures de couple, il y en a eu énormément. Tu sais, des choses comme ça, quand on est pognés ensemble pour des longues périodes de temps, ça devient, tu sais, on peut virer fou, là. Tu sais, c'est pas, c'est une vraie réalité. Et puis, ouais, je crois que c'est vrai qu'on, depuis que les mesures sanitaires sont comme parties, on a comme, on n'en parle pas beaucoup. Tu sais, on a comme passé à autre chose, mais c'est vrai que c'est important de revenir là-dessus, puis de faire un débriefing sur tous ces problèmes-là qui sont survenus pendant le lockdown. En tout cas, je trouve, moi aussi, c'est quelque chose qu'on devrait parler plus. Ouais. Ben, je pense que vu que la majorité de la société québécoise, des Québécois, étaient très fortement pour les mesures, ben, c'est dans leur intérêt de ne pas en revenir là-dessus. Ouais, Un peu peut-être parce qu'ils sont aussi. Ils veulent. C'est un peu comme un refus de revenir là-dessus parce qu'ils vont se sentir mal, ils vont s'en vouloir. Mais les chiffres sont assez flagrants sur plusieurs niveaux, là. Aussi au niveau des jeunes, avec leur performance scolaire et tout. Bon, on veut pas nécessairement faire un épisode sur le COVID et tout ça, mais bon, je me rappelle aussi, il y a des articles qui sont sortis qui disaient comme euh, oublions le passé. Tu sais, on voulait tous bien faire, mais fait qu'on on peut juste oublier ça puis passer c'est à autre ça, chose. ouais. Tu sais. Mais ça, je trouve que c'est un peu facile, mais bon, qu'est-ce que tu peux faire? Je pense pas grand-chose. Ouais, ben on peut Mais en ouais. parler sur ton podcast. Ouais, Ça exact. commence là. Euh, c'est sûr que ceux qui écoutent, il y a beaucoup de Québécois, mais bon, j'espère qu'il y aura de plus en plus de francophones. Mmh. Euh, mais bon, je pense que toute la planète a un peu passé à autre chose. Puis là, il y a d'autres problèmes qui ont embarqué. On est aussi un peu dans un monde dystopique en ce moment, tu trouves Mmh. pas, avec toute la- la- les nouvelles, tu sais, des nouvelles guerres, tu sais, Mmh. bon, on peut parler aussi, rentrer dans le sujet du Bitcoin comme ça, avec tout l'argent qui est peut-être remis en question, puis tout Mmh. ça. Qu'est-ce que tu en penses de la situation actuelle en ce moment? As-tu une opinion ou... Oui, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, je t'avoue. Je pense qu'on est sur le bord de quelque chose, de mauvais qui s'en vient économiquement. On est déjà pas en bonne shape, en ce moment, surtout en Occident. Je pense que le lockdown, ça a comme c'est venu tout chambouler une culture de consommation, puis de grosses croissance économique. Pendant des années, ça faisait juste monter. Il y avait de la croissance partout, tout boomait. Et puis, le COVID est venu, puis ça l'a comme throw a wrench in the works. Tu sais, ça l'a tout planté. Puis on ne s'est pas encore remis de ça. Puis ce qui m'inquiète le plus, c'est la quantité d'argent qui a été imprimée, la quantité d'argent qui a été injectée dans le système parce que les gens, on n'avait pas d'emploi, tu sais, tout le monde restait chez eux. C'est pas tout le monde qui a du télétravail, donc il y avait beaucoup de personnes qui étaient sans emploi pendant les premiers, surtout pendant les premiers lockdowns. Et puis là, à cette heure, on se ramasse avec des conséquences de ça. Parce que là, les prix montent partout. Oui, 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 les gens vont blâmer sur la guerre en Ukraine et tout ça. Mais honnêtement, ça a sa racine dans toute l'injection qui s'est passée en 2020 et 2021. Et puis, on n'a pas encore vu tous les effets de ça. C'est le début, là. L'inflation, je ne sais pas, c'est rendu à combien au Canada? Peut-être 6-7. Ben, c'est rien comparé à ce qui s'en vient, selon moi. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'inflation qui s'en vient. Euh, et puis, ouais, c'est quand même c'est concerning. Excusez mon franglais. Je suis Non, non, bilingue, fait que des fois, les mots, ils se mélangent dans ma tête. sur le podcast, c'est normal, t'inquiète. Ouais. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Je pense qu'on est en train de commencer à voir les effets de ça, mais qu'il y a plus de chamboulements qui s'en viennent, selon moi. Puis c'est très préoccupant. Puis c'est là que le Bitcoin s'en vient, puis c'est ça qui est excitant avec le Bitcoin. Est-ce que tu as découvert le Bitcoin en premier lieu, puis ensuite tu t'es intéressé à tous ces sujets-là, ou plutôt le contraire, avec ton inquiétude qui est préexistante, t'en es arrivé à la conclusion du Bitcoin? Tu m'as dit sur Twitter que tu as beaucoup d'opinions sur le Bitcoin. Ouais. Fait que let's go, lâche-toi là, ça. Yes, sir. Dans le fond, ben, je t'avoue que mon intérêt en l'économie en général, ça datait de avant.
En sciences humaines, le cours d'économie, le côté maths, je suis moins bon en maths, c'est bizarre, là. Je suis en programmation puis je suis pas bon en maths, là, mais c'est pas grave. L'ordinateur s'occupe des maths pour toi et c'est ça qui est magique. Mais dans le fond, en économie, quoique la mathématique, c'était un peu plus difficile pour moi, j'aimais beaucoup le sujet. Ça m'a beaucoup, dans le fond, éduqué. Ben, ça m'a beaucoup informé sur les bases, tu sais, supply and demand, puis certaines théories par rapport à ça, l'école de pensée prusse, je crois. Autrichienne. Ah, autrichienne, c'est ça. Et puis le kényanisme, puis tout ça. Donc, c'est des intérêts que j'avais auparavant. Euh, Puis c'est en fait au travers d'un ami que j'ai appris que le Bitcoin existait. En 2020, je suis vraiment un latecomer. Hein. Je suis vraiment quelqu'un qui est arrivé dans la vague justement de COVID. Mais j'ai appris sur le Bitcoin au travers d'un ami qui m'en avait parlé, puis ça a piqué mon intérêt. J'ai sorti une couple de centaines de piastres, puis j'ai mis ça là-dessus. Je dit, regarde, écoute, on verra qu'est-ce qui va arriver. Puis c'était autour de peut-être mai ou juin 2020, dans le fond, parce que le Bitcoin était en train de recover, je pense, du crash COVID, si je ne me trompe pas. Et puis, ouais, c'est ça, j'avais décidé d'investir un petit peu là-dedans. Puis, ça l'a boomé, ça l'a augmenté beaucoup pendant 2021. Et puis, depuis, ça m'intéresse de plus en plus. Je me suis intéressé aussi à la mécanique, tu sais, la blockchain et tout ça. Et puis, c'est un intérêt c'est ça, qui s'est développé à partir de là. Mais je suis vraiment pas un des old gang, là. Je suis vraiment nouveau, entre guillemets, au Bitcoin, là. C'est un sujet où je m'intéresse beaucoup, mais j'ai beaucoup à apprendre. Donc, Class of 2020, c'est bon. Yes, sir, Beller. Mais bon, le Bitcoin vient juste de commencer, fait Mm. qu'éventuellement, tu vas être un OG aussi. Moi aussi, moi, ça fait plus longtemps que je m'intéresse puis je travaille dans le domaine, mais Mhm. moi, personnellement, je me considère même pas OG. Euh, donc, il n'y a pas y a pas de problème avec ça. Mm. Euh, je sais, tu m'as dit que tu as participé à la traduction du livre Tout sur le Bitcoin de David Oui. Saint-Onge. Donc, David Saint-Onge, c'est un bon ami à moi aussi qui faisait partie de la communauté de Bitcoin Montréal. Et il a écrit un livre très bon qui explique de manière assez simple l'aspect économique, mais aussi l'aspect technique du Bitcoin. Mhm. Puis à la fin, il y a aussi une partie pratique pour comment l'utiliser. Et il m'avait interviewé comme un Bitcoiners interview à la fin pour son livre. Donc, est-ce que c'est lui l'ami qui t'a parlé de ça ou ça a Oui, oui, juste... oui, effectivement. OK. Il m'a dit, Ah. Yo, John, il faut que tu checkes ça. Parce qu'on avait travaillé ensemble pendant un bon 2 ans, une petite PME justement à Montréal. C'était la première compagnie où j'avais travaillé après le cégep. Et puis, ouais, c'est ça, il m'avait interpellé sur Facebook. Il m'a dit, ah, check ça, tu devrais checker ça, blablabla. Puis, ouais, c'est au travers de lui que j'ai découvert, effectivement. Super. Lui, justement, il m'avait demandé quelques opinions, vu qu'on était très proches. Hmm. Vraiment une bonne personne, David. Mhm. Euh, on était très proches, puis il m'avait dit à quel point, justement, c'est pas nécessairement tant difficile d'écrire un livre. Évidemment, ça prend un effort quand même gigantesque, là, mais Hmm. ce qui est plus fatigant, puis plus long, puis euh, plus compliqué en général, c'est le processus d'éditage, Oh oui. d'editing. Donc, il m'en a parlé un peu beaucoup. Est-ce que c'est une des raisons pourquoi tu veux pas nécessairement publier avec une maison d'édition, puis tu préfères y aller avec euh, par toi-même pour l'instant? Est-ce que c'est pour ça ou... Ben, en fait, c'est quelque chose que je recherche, le editing puis ces ressources-là d'une maison de publication. Fait qu'en fait, j'ai comme projet de me faire publier par une maison de publication. Mhm. Le premier livre que j'avais écrit, c'était plus une expérience, tu sais, puis c'était trop court pour se faire publier par une maison de publication, tu sais, c'était peut-être une centaine de pages. Euh, donc, c'était vraiment un projet plus personnel, dans le fond, que j'avais décidé de publier par moi-même. Le projet pour mes autres livres, c'est vraiment une maison de publication, par contre, à cause des ressources que ça l'offre, tu sais, au niveau de l'editing, tout ça, parce que c'est crucial. C'est le plus difficile, mais c'est ça qui make or break un livre, dans le fond. C'est comme dans un film, tu sais, t'as bien beau filmer des super de bonnes scènes puis avoir des super de bons acteurs, mais si t'as pas le editing qui vient tout ficeler puis euh, euh, qui vient assembler le tout, eh bien, ça peut perdre beaucoup de valeur à cause de ça.
s'il n'y a pas du bon editing. Donc, ouais, c'est la raison pourquoi je recherche une maison de publication actuellement. C'est des ressources qui sont cruciales et puis que souvent, c'est plus facile à obtenir avec quand tu as une maison de publication qui te back. Puis c'est quoi les défis d'en chercher une? Dans le fond, c'est eux qui doivent accepter Ouais. de prendre ton livre en charge, puis c'est ça qui est plus difficile, la partie la plus difficile. La partie la plus difficile, c'est se démarquer, c'est se faire remarquer, honnêtement. La ligne est floue entre le génie et la folie, hein, c'est le succès. Puis c'est la chose la plus difficile à obtenir, dans le fond. Surtout au Québec, il n'y a pas beaucoup de maisons de publication anglophones, donc ça complique un peu les choses en termes de géographie. Quoique là, à cette heure, avec email, puis dans le fond, l'Internet, tu pourrais te faire publier par n'importe qui. Justement, je pense que David, il s'est fait publier par une compagnie, pas une compagnie, mais une maison de publication européenne, si je ne me trompe pas. Euh, Mhm. Fait que, tu sais, c'est toujours possible, mais c'est difficile de se démarquer. En fiction, il y a énormément de volume. Il y a plein de personnes qui écrivent, puis c'est cool, c'est nice. Mais en même temps, c'est très difficile de se faire remarquer, puis il faut le marketing, puis je suis encore en train de travailler là-dessus. OK, cool. Euh, J'aimerais revenir aux opinions, je sais pas si tu as dit controversées ou peu importe, sur le Bitcoin, parce que jusqu'à présent, ce que tu as dit, c'est assez aligné aux opinions des Bitcoiners normales, disons. Ouais, Donc, ouais, ouais. t'as dit que tu as des opinions un peu différentes Oui, donc j'aimerais bien entendre ça. ben, c'est parce que j'aime le Bitcoin surtout pour la programmation derrière. Le concept de blockchain, puis d'avoir un ledger qui est public, où ce que c'est encrypté, mais c'est public. Tout le monde peut voir les transactions sur la blockchain, puis tout ça. Et puis, c'est quelque chose que j'aimerais ça que les gouvernements, puis c'est là l'affaire, ouais, les gouvernements. Je pense qu'il y a beaucoup de Bitcoiners qui aiment pas les gouvernements, qui veulent s'en échapper, puis tout ça. Mais c'est. C'est un sujet qui m'a traversé l'esprit. Quand j'ai appris sur le Bitcoin, je me suis dit, ben, pourquoi pas l'appliquer dans des choses plus publiques ou gouvernementales. Puis c'est là où peut-être nos opinions vont différer. Je trouve que le blockchain, ça rendrait tellement plus simple des choses comme, tu sais, admettons, si on tokenisait des industries comme Hydro-Québec tu sais, ou même les supermarchés, ça sent un peu intense, mais il y a VeChain, par exemple, où ce que, dans le fond, c'est une blockchain qui est axée sur les systèmes de logistique, si je ne me trompe pas. Et puis, dans le fond, c'est la traçabilité. C'est ça qui est excitant pour les gouvernements, selon moi. Maintenant, il y a c'est sûr que si le gouvernement contrôle la chose, ben, tu sais, c'est quoi qui va les empêcher de faire comme avec les manifestants du Freedom Convoy qui se sont fait geler leur compte, puis tout ça. C'est sûr qu'il y a des dangers à ce qu'un gouvernement fasse une blockchain et puis s'en utilise dans le public. Mais je trouve qu'il y a des bonnes idées qu'on pourrait tirer de ça et puis qu'on pourrait appliquer dans le gouvernement pour rendre le gouvernement, la bureaucratie, comme on parlait, ben, plus streamline, plus efficace et puis juste avec moins de troubles impliqués pour tous les partis. Mais c'est peut-être controversé avec beaucoup de Bitcoiners qui sont plus côté anarchique, mais en tant que bon socialiste, je pense que c'est quelque chose d'intéressant qu'on n'en parle pas souvent. J'ai l'impression que le gouvernement est anti-blockchain pour l'instant. Il l'associe trop avec la crypto et tous les scams qui se passent dans ce domaine-là. Une des raisons pourquoi j'aime le Bitcoin plus que les autres, c'est pas contrôlé par une compagnie ou par un fondateur ou par quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment réellement décentralisé. Puis il y a beaucoup de scams dans la crypto qui font peur aux gens. Puis je trouve que c'est vraiment plate parce qu'il y a vraiment des applications intéressantes qu'on pourrait faire avec la blockchain à l'intérieur de compagnies du gouvernement ou du gouvernement lui-même. Mais c'est Hmm. juste mon opinion personnelle. Euh, je comprends ce que tu veux dire. Ben, l'affaire, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup d'initiatives d'implémentation de blockchain, la technologie de vraiment de ledger un peu plus ouvert puis traçable, Mhm. même sans token. Ce que Hmm. les Bitcoiners vont surtout pas aimer, je pense, c'est le fait que justement les compagnies vont essayer de lancer un token puis le promouvoir comme de l'argent. Mais il y a Mhm. aussi des projets, évidemment, de blockchain qui existent, mais sans token en question. Hmm. Donc,
en tant que tel, il n'y a pas rien de mauvais là-dedans, je trouve. Si tu veux utiliser un blockchain, mais que tu ne promeus pas une nouvelle forme d'argent supposément meilleure que le Bitcoin ou que l'argent en général. Mais d'après ce que j'ai compris, puis c'était surtout justement en 2017-2018 que ce genre d'initiatives ont été tentées. Hmm. Mais il n'y a pas eu trop de retours. On dirait que les compagnies ont plutôt abandonné ces projets-là, soit par manque de faisabilité ou que c'était pas nécessairement efficace. Hmm. Puis aussi le fait que les compagnies ou le gouvernement veulent avoir la possibilité de changer l'histoire, Oui, c'est ça. l'historique. Fait au bout du compte, ça ne sert pas nécessairement selon leur, leurs besoins primaires. Mhm. Donc, tu sais, des blockchains sans crypto utilisés pour du traçage ou quoi que ce soit, ça a été tenté dans le passé, mais pour des raisons que je ne sais pas exactement, on ne dirait pas que ça a été adopté. Donc, Mhm. je ne sais pas exactement pourquoi. Ouais, c'est triste. Mais bon, que voulez-vous, comme dirait Jean Chrétien. Ben aussi, tu penses pas que, parce que là, tu t'as dit que peut-être tu te considères socialiste, Oui, oui, oui. mais peut-être justement c'est dans les intérêts des gouvernements de pas devenir efficace puis de grandir. Tu sais. C'est un peu ça Oui, aussi oui, oui. que on peut en parler, donc avoir un peu un échange d'opinions, c'est cool. Euh, Fait que dans le fond, moi, en tant que quelqu'un qui aime pas les gouvernements, ben, je les trouve pas efficaces. Puis je trouve qu'ils perdent les ressources des gens, les taxes et tout Hmm. ça. Aussi le capital humain qui est là-dedans. Par exemple, juste un exemple récent, moi, ma mère, ça fait comme 1 an qu'elle attend sa pension de retraite du gouvernement canadien. OK. Puis ça traîne. J'ai dû appeler plein de fois. Hmm. Des dizaines de fois, j'ai perdu du temps comme ça se peut pas. Puis, Mhm. euh, fait que pour moi, c'est juste une. Puis Canada, c'est supposé être justement un des pays les plus efficaces au monde. Fait que, Ouais. tu sais, t'as beaucoup de situations comme ça qui montrent que, au contraire, si le gouvernement ne devrait pas grandir, plutôt, on devrait plutôt le réduire. Fait que sûrement que tu as quelque chose opposé à dire à ça. Ouais, ben, c'est aussi qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, hein. C'est le grand problème, c'est ça. C'est la corruption puis tout ça. Justement, les gouvernements ont probablement, c'est vrai de dire que les gouvernements actuels sont probablement, c'est dans leurs intérêts de grossir et puis de rester inefficaces puis tout ça. Mais je suis un idéaliste. Puis un gouvernement idéal, c'est gros selon les standards de beaucoup de gens, surtout les Américains, mais c'est efficace. C'est quelque chose qui devrait servir le peuple. Mais je suis très désatisfait avec les gouvernements actuellement. Je trouve que c'est. Mais ouais, je pense que c'est quelque chose qui devrait être amélioré, streamline, mais pas nécessairement thrown by the wayside. Je pense que des choses comme la santé, puis la santé publique, puis des services comme ça, je pense que c'est essentiel pour beaucoup de personnes. Et puis que de les rendre accessibles comme un droit public, selon moi, c'est dans mes idéaux. Mais maintenant, en pratique, c'est là que ça se corse et puis c'est là où il y a beaucoup de travail à faire. Mais c'est ça. Je refuse de perdre, voyons, de perdre espoir. Je pense qu'il y a un potentiel où on pourrait améliorer les choses. Mais selon moi, ça va prendre une crise qui est assez grosse pour faire réaliser à assez de gens à quel point le système est brisé. Puis je pense que le COVID, c'était un début de ça. Ça l'a montré beaucoup des lacunes par rapport à ça. Mais je pense que ça prend quelque chose de plus sévère pour que les gens prennent les choses en main, là, tu sais. Mais en tout cas. Hmm. Ben, justement, toi, tu travailles pour une compagnie privée qui Mhm, donne des services une, à une compagnie, à l'État. mhm. Est-ce que tu verrais une possibilité où le travail qui se fait à l'intérieur de la compagnie, qui est engagé comme, dans le fond, contractant pour l'État, est-ce qu'il y aurait possibilité qu'il y ait la même efficacité en tant que des développeurs qui travaillent purement pour l'État? Est-ce que tu vois justement euh, ça possible, où justement il doit y avoir une espèce de dualité privée puis publique
pour que ça fonctionne minimalement. Je pense qu'un mix des 2, ça serait bien. Hem, Parce que le système comme qui est fait actuellement, ça vire plus à la corruption puis, justement, emmerder les gens, plutôt que les servir. Hem, donc, je pense que le privé, on en a besoin. Je pense que c'est quelque chose qui, ouais, qui a un rôle à jouer. Puis honnêtement, tant que la job se fasse puis que le service devient plus efficace, je pense que c'est ça l'important. Euh, Maintenant, on va dire que c'est ça, on n'a pas vraiment besoin du gouvernement pour ça. Moi, je crois qu'on a besoin du gouvernement pour réguler et puis pour donner un service qui est gratuit, par exemple, aux gens. Mais je pense que le privé a définitivement un rôle à jouer là-dedans. Puis, honnêtement, ça ne me dérange pas d'être dans le secteur privé puis de donner des services au public dans cette veine-là. Mais je pense que, parce que il y a c'est une question de choses universelles, tu sais. Je pense qu'on n'a pas tous les mêmes standards par rapport à c'est quoi qui devrait être universel. Personnellement, mon opinion, c'est que la santé, ça devrait être universel. Donc, le fait qu'il y ait un système public qui pourvoit aux gens qui n'ont pas les ressources pour se procurer euh, des services médicaux, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est important. Ça, c'est juste un exemple. Euh, Par exemple, l'électricité, ben, ça pourrait être géré par une compagnie privée, mais au moins, le gouvernement, le principe, c'est que ben, ils peuvent protéger le petit peuple des abus dans le privé des fois. Parce que avec l'inflation, par exemple, qui monte, ben, dans le fond, il y a beaucoup de compagnies privées qui montent leur prix. Et puis maintenant, on va dire, c'est ça, l'inflation, c'est du gouvernement. Fait que, je sais, le système est brisé. Je ne suis pas en train d'endorse le gouvernement. Mais dans un monde idéal, ce que je crois qui est possible d'atteindre dans une certaine mesure, je crois que le public a une grosse place et puis que ça devrait être maintenu dans cette grosseur-là. Mais c'est juste mon opinion. Puis je suis un Joe Blow, hein? Je suis pas un expert. Hein? Je suis pas un expert. Non, mais je suis pas un expert non plus, mais c'est rare justement de discuter avec des Bitcoiners. Puis moi, justement, c'est un peu ça que je tente de faire, c'est d'amener plusieurs opinions. Mhm, Puis il n'y a rien de mal avec ça, là. Je pense que tant qu'il y a une conversation, c'est ça mhm, qui est intéressant, tu sais. Euh, bon, puis souvent, les Bitcoiners ont aussi des idées préconçues par rapport à ce que le Canada est versus ce que les mhm. États-Unis sont. Mais par exemple, moi, j'ai appris récemment que le système public, ben, dans le fond, d'assurance publique aux États-Unis est énorme aussi, Mhm. malgré ce qui est un peu propagé dans les médias que, bon, si tu n'as pas d'assurance, tu vas mourir Ouais, devant ouais, l'hôpital. ouais. Je pense que c'est pas une couverture publique comme ici, mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent aller à l'hôpital de manière complètement gratuite aux États-Unis. Ah, c'est bon, ça. Euh, puis, euh, puis ça aussi, on ne le sait pas, mais les Américains payent énormément d'impôts Mhm. pour le système justement d'assurance publique. Mais bon, fait que, tu sais, t'as les Bitcoiners qui vont croire, ben, les Bitcoiners, le monde par exemple, qui vont croire que le système est complètement privé aux États-Unis alors que c'est pas le cas et que, bon, que c'est chacun pour soi, mais c'est pas vraiment vrai. Dans le Ouais, fond, non, c'est sûr, c'est sûr. tous les pays où la santé est minimalement fonctionnelle, il y a un peu, il y a un peu des deux. Il y a le public puis le privé. Mais moi aussi, je suis pas un expert. Mhm. Euh, mais souvent, justement, c'est que quand on est trop cadré dans des idéologies, je trouve, c'est là on va pas être ouvert aux opinions des autres. Mhm. Puis on va avoir des idées préconçues qui sont juste fausses. Tu sais. Mhm. Mais bon, c'est intéressant de voir les deux côtés, là. Mhm. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Puis il n'y a pas un système de parfait non plus, hein, tu sais, il y a aussi que de l'homme, il y a de l'hommerie. C'est triste, mais c'est vrai. Fait que selon toi, c'est pour régler l'inefficacité des gouvernements, euh, c'est euh, c'est une technologie comme le blockchain qui pourrait être utile. Ben, c'est un outil qui pourrait être utile. Tu sais, c'est pas la solution à tout, là. Ça, c'est une des affaires, là, des fois, là, qui me choquent avec les Bitcoiners, là. C'est qu'ils pensent que le Bitcoin, ça va régler le problème de tout le monde, puis ça va régler tous les problèmes.
personnellement, last time I checked, c'est un système de cash électronique. C'est sûr que c'est cool, puis, puis on peut inscrire des choses là-dessus, justement, avec les ordinals, puis ces patentes-là. Mais dans le fond, dans ma tête, ça reste que, c'est un système de cash électronique. Euh, En tout cas, mais c'est la blockchain, ça ne va pas régler les problèmes de tous les problèmes dans le public, mais ça pourrait avoir un gros potentiel pour rendre la chose plus efficace et puis rendre la chose plus hassle-free. Maintenant, encore une fois, il y a beaucoup de Bitcoiners qui vont disagreer avec moi. Le Central Bank Digital Currency, là, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que, dans le fond, ça peut rendre des choses comme tes impôts super plus efficaces et faciles. Puis ça serait une façon intéressante de réinventer un peu l'argent. Tu sais, d'utiliser la blockchain pour c'est ça, créer une monnaie qui est plus, tu sais, qui a moins de frais ou qui n'a pas besoin d'intermédiaires, des choses comme ça. Fait que, tu sais, ça, c'est une application de ça. Euh, mais je trouve que ce serait une pas pire idée. Je trouve que ce serait quelque chose qui pourrait, dans le fond, rendre la vie plus facile à beaucoup de gens. Mais c'est juste une opinion. Bon, il y a deux trucs que tu as mentionnés. Un truc, je suis d'accord. Un truc que je suis pas Ah. d'accord, vraiment pas beaucoup. Tu as mentionné bon, que le Bitcoin ne va pas tout dérégler, puis je suis absolument d'accord avec toi. Hmm. Je pense qu'il y a une phase quand tu deviens, mettons, Bitcoiner, surtout si tu deviens Bitcoiner maximaliste, que tu vas croire que là, on va avoir cette nouvelle forme d'argent pure et idéaliste qui va éliminer tous les défauts des humains, puis tout, comme tu dis. Je crois plus à ça. Peut-être je croyais ça au début, Hmm. surtout si tu es influencé par, tu sais, il y a le Bitcoin Standard, le livre, là, je ne sais pas si tu l'as lu, que le Bitcoin va régler même le mauvais art, les Ouais, ouais, ouais. mauvais. C'est vraiment, vraiment, on va tout régler. On va revenir à un âge d'or vraiment euh, idéaliste. Je pense que c'est pas le cas. Je pense que le Bitcoin peut servir à beaucoup de choses, mais que ça sert à une nouvelle base, mais la suite des choses, ben ça, euh, ça dépend de nous comment on le fait, tu sais. Mhm. Euh, je le vois comme ça. Mais bon. Fait que ça, je suis quand même d'accord avec toi. Je pense pas que ça va régler tous les problèmes. Mais là, je comprends pas comment tu peux je- être de l'avis que le fait que le Bitcoin, c'est pas contrôlé par une compagnie puis que c'est une bonne chose qui est pas sous le contrôle, comment tu as cette idée-là, puis en même temps, tu crois que les central digital currency, c'est une bonne chose. Parce que pour moi, c'est deux choses Ça peut complètement être une bonne différentes. chose. Ça peut. C'est ça la bémol. Ça peut être une bonne chose. Euh, Ben, regarde, je trouve que le Bitcoin est meilleur, honnêtement. Je trouve que le Bitcoin, c'est une meilleure forme d'argent. J'aime le fait que c'est appréciatif, tu sais, puis que dans le fond, que c'est géré par le code, puis tout ça, il n'y a pas de compagnie derrière ça. Fait que je pense que c'est meilleur. Mais je pense que dans le monde dans lequel on vit, il faut payer ses impôts, tu sais, on a un gouvernement. Et puis, je vois des, euh, des, des, euh, des bons côtés au fait qu'un gouvernement développe un argent virtuel, si on veut, là, qui ne dépend pas d'un intermédiaire comme des banques ou des choses comme ça. Je trouve que c'est un projet intéressant. Mais c'est ça. C'est plus parce que c'est un mal nécessaire, les gouvernements, si on veut. On en a besoin, selon moi. C'est mon opinion. Mais c'est ça. Je vois le Bitcoin comme une meilleure forme d'argent, mais on aura toujours à dealer avec du fiat. Fait que pourquoi pas rendre le fiat plus efficace? C'est ça mon argument. OK. Mais pourquoi tu crois tu vois, auparavant, on ne dealait pas nécessairement avec du fiat. Donc, pourquoi c'est une certitude pour toi que, en fait, moi, je suis d'avis que euh, j'ai pas encore la boule de cristal pour voir le futur. Fait que pour moi, c'est très possible qu'effectivement, il y ait du fiat pour très, très longtemps en dualité avec le Bitcoin et que c'est pas nécessairement quelque chose qui va changer. Mais ça va être possible de vivre justement de manière un peu parallèle au Hmm. système grâce au Bitcoin, qui est selon moi une très bonne chose. Mais les bénéfices
que apporterait un CBDC, right? C'est ça? Mhm. Comme juste être capable de payer tes taxes plus facilement ou tu sais, des trucs relativement juste de manière pratique par rapport aux possibles conséquences qui est avoir une entité qui est capable de complètement contrôler ta vie financière. Comme tu as dit tantôt, il y a les truckers, que même maintenant, c'est très possible de bloquer les banques avec des ordonnances légales. Mhm. Mais là, quand on est encore dans un système où il n'y aurait juste plus accès à rien pour justement des personnes qui n'ont pas les mêmes opinions politiques, Mhm. tu crois pas que les défauts d'un système comme ça, ou du moins les dangers, parce que dans un monde idéal, si les gouvernements ne tournent jamais à des gouvernements super autoritaires qui enferment des prisonniers politiques, puis tout ça, tu sais, mettons dans un monde idéal, OK, peut-être les CBDC, c'est juste plus pratique, fonctionnel, puis l'argent peut bouger mieux. Mais dans un monde justement dystopique, toi-même, tu as écrit sur des dystopies, tu trouves pas que c'est un danger qu'il faudrait éviter pour pas donner potentiellement ce pouvoir-là à une entité? Hmm. C'est une bonne question. C'est sûr que les dangers sont là. Mais mon point, ça serait que ben, justement, c'est déjà le cas. Je pense que les gouvernements ont déjà ce pouvoir-là de contrôler la vie financière de quelqu'un. Euh, mais je pense que il faudrait vraiment que ça vire totalitaire pour que ça soit dangereux comme ça. Est-ce que les pays occidentaux seraient potentiellement sur ce chemin-là? Peut-être. Je sais pas. Personnellement, je pense que il y a. Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Les dangers, les dangers. Parce que moi, la dystopie, pour moi, c'est de la fiction, hein. J'écris la fiction, hein. Je veux pas dire que je prédis l'avenir ou quoi que ce soit, mais euh, ouais, c'est sûr que les dangers sont là. Puis les dangers peuvent être far-reaching si on veut. Mais j'ai la misère à voir qu'on se rende là, dans le fond. Je pense peut-être que c'est moi qui est naïf, mais je sais pas si. Parce que. Mais justement, tu penses pas qu'avec Hmm, ce qui se passait avec le COVID, les lockdowns, mhm, on a eu un aperçu au moins un petit avant-goût d'un monde possible, tu sais, où on parlait que certaines personnes pouvaient pas rentrer dans certains commerces. Donc mhm, là encore, tu pourrais implémenter ça de manière plus profonde. hmm, Où tu sais, ton argent est lié à ton identité, fait que tu n'as juste aucun moyen de dépenser ton argent. Même peut-être te nourrir si tu as une opinion différente. Pour hmm. moi, je pense qu'on a déjà vu un petit peu une dystopie dans les dernières deux dernières années. Euh, Puis, tu sais, il y a Ouais. quand même beaucoup de polarisation politique qui se fait de plus en plus. Tu sais, nous, on discute de manière amicale, mais c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir une discussion comme ça si justement les opinions sont différentes. Fait que pour moi, ça a l'air dangereux. Mais bon. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Ah, ouais. C'est probablement moi qui est naïf, honnêtement. Mais ouais, j'ai la misère à voir un monde ce que tous les citoyens, puis selon ton opinion politique, tout ça, genre, ils se fassent discriminer de cette façon-là. Mais j'avoue que tu sais, par exemple, les anti-vaxxers, puis tout ça, en tout cas, c'est quelque chose qui me fait rire souvent. Euh, euh, c- mais, ouais, je, ouais, je peux, j'ai pas d'argument. Je sais pas quoi dire, honnêtement. Je pense que c'est moi Tu sais, qui est naïf sur ce sujet-là. Parce que Je m'obstine, mais, parce que je comprends avoir l'opinion de les CBDC, c'est bon. Je comprends pourquoi quelqu'un l'aurait. Mais je comprends pas comment tu peux avoir cette opinion-là en même temps d'être euh, d'être un Bitcoiner puis à moins de voir une possibilité justement d'une dystopie où il y aurait vraiment les deux mondes, tu sais, mais être pour les deux en même temps, pour moi, c'est ça qui fonctionne pas, mettons.
dans ta logique de voir les choses. Ouais, ouais, ouais. Je veux dire, pas ta logique, mais comment tu réconcilies les Ouais, ben, il y deux. en a un que c'est comme un idéal, puis il y a un autre que c'est un mal nécessaire, ce qu'on est pogné avec. OK, En fond, c'est la façon que je le vois. Mais ouais. je comprends, je comprends. Je suis un homme de contradiction, hein, il faut le dire. C'est correct. Mais justement, je pense que c'est cool qu'on arrive à ce point-là dans le podcast où tu sais, on parle pas juste dans le vide, on se parle Ouais. dans on se parle dans le casque, comme on Ben oui, dit. c'est ça qu'il faut. Euh, Mais mais ouais, je trouve que the positives outweigh the cons. Je pense qu'on va toujours vivre dans un monde où la technologie peut être utilisée pour le bien et le mal, si on veut. Puis oui, il y a des possibilités d'abus, dans le fond, dans le voyons, Central Bank Digital Currency, le CBDC. Mais je pense que les positifs pourraient outweigh the cons. Mais on a une différence d'opinion, c'est sûr. Puis c'est sûr que le Bitcoin, c'est une meilleure forme d'argent, mais je sais pas. Est-ce que tu penses réellement que, dans le fond, il y a un monde où ce que les gens vont l'utiliser vraiment dans leur quotidien? Ou bien c'est. Parce que moi, je vois ça comme une communauté plus underground qui est en croissance, mais qui va rester underground pendant un bout. Tu sais, c'est plus dans cette optique-là. Tu sais, si on a à vivre, mettons, dans 10 ans, tu sais, dans le monde, ben, tu sais, si c'est possible d'avoir une argent fiat qui est plus efficace, tu sais, qui simplifie la vie des citoyens, ben pourquoi pas? Tu sais, dans ma tête, c'est comme un next step technologique logique. Euh, mais puis le Bitcoin, c'est cool, mais est-ce que tu vois vraiment le Bitcoin comme étant quelque chose qui va devenir mainstream, si on veut? Ça, c'est une très bonne question. Disons, mettons, 2, 3 ans. En fait, mon opinion a quand même changé depuis que j'habite justement au Mexique. Hmm. Parce que là, quand on parle, quand on parle de Canadiens ou de personnes aux États-Unis qui utilisent le Bitcoin, on, on comprend que ces Bitcoins-là sont surtout là pour l'idéologie puis l'aspect financier de la chose, de la rareté. Donc, Mhm. comparativement au fiat qui, lui, peut être Ouais. produit infiniment à coût zéro. Ben, Bitcoin, lui, vu sa rareté, logiquement parlant, s'il continue d'exister, puis il y a beaucoup de raisons qui nous portent à croire qu'il va continuer d'exister parce que le Mhm. réseau est fort, parce que tu sais, les mineurs sont relativement décentralisés, il y a des nœuds partout. Donc, Mhm. on comprend ça, on comprend que le Bitcoin est rare et que si l'idéologie derrière le Bitcoin continue à grandir, ce qui, je pense, est quand même inévitable d'un certain point de vue, vu que les Bitcoiners sont assez convaincants, puis tu sais, c'est comme une religion qui grandit, puis on est bien parti, disons. Fait que, Mhm. mais depuis justement que j'ai visité le El Salvador, où tu sais, je vois des cas d'utilisation du Bitcoin plus comme du freedom money. Mhm. Donc, vraiment une monnaie, un argent qui peut être utilisé sans avoir accès à des banques. Banking the unbanked, dans le fond, hein. Plus dans cette optique-là. Euh, et aussi, mais comme tu as dit, c'est vrai, les Bitcoiners, moi, j'utilise le Bitcoin de manière quotidienne parce que Mhm. je gagne mon argent en Bitcoin, donc je dois le dépenser. Donc, je vois vraiment l'utilité Mhm. de l'utiliser dans la vie de tous les jours, non seulement pour mes économies, mais pour mon argent quotidien parce que je suis en mesure de l'échanger pour du fiat. Évidemment, je dois finir dans le fiat Ouais. encore. Fait que t'as raison. Est-ce que on va, on va nécessairement assister à du mass adoption? Euh, je pense qu'on a plus de chances de l'adopter de manière massive à travers le deuxième utilisation, comme j'ai dit, comme le Freedom Money, Mhm. ou juste par le fait que la banque, les systèmes bancaires est juste plus inefficace. Tu sais, il y a plein de pays où les systèmes s'effondrent. Puis là, Mhm. il y a une Oui. adoption du Bitcoin, mais aussi d'autres cryptos, stablecoins surtout. Fait que si les trucs continuent à tomber ici et là, puis là, il y a des grosses parties de la population de ces pays-là qui vont adopter le Bitcoin par nécessité, Mhm. pas par idéologie, parce qu'ils ont lu de Bitcoin Standard, mais parce que c'est la seule façon qu'ils peuvent Mhm. échanger dans la vie de tous les jours.
ben, je pense qu'il y a des chances Mhm. d'y arriver de ce point de vue-là. Parce que comme tu as dit, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui font être des idéologues de 21 millions. Tu sais, sur- fait que je pense qu'on pourrait y arriver, mais plus par nécessité, plus que par de, de- convaincre tout le monde de manière euh, un à un. Tu sais. Mhm. Ça marchera pas pour convaincre la planète. Je pense que les gens adoptent les trucs par nécessité. Justement, quand on voit des systèmes plus soviétiques Mhm. euh, où il y a vraiment un effondrement de la société, on voit rapidement qu'il y a de l'émergence d'un marché noir. Ouais. Tu sais, quand les pays essaient de contrôler trop le taux d'échange, il y a toujours le taux d'échange de la rue qui se forme. Tu sais, en Argentine, en Venezuela en ce moment, tu as le taux du dollar officiel puis le taux Ouais. de la rue. Tu sais. Fait que les humains arrivent toujours à trouver un moyen. Quand les trucs vont vraiment, vraiment mal, ils trouvent, Hmm. ils trouvent les outils pour que ça aille mieux, tu sais. C'est Du ça, moins, ouais. le plus qu'ils peuvent. Fait que peut-être avec ça, on a des chances que ça soit international. Ben, c'est comme ça que je le vois maintenant. Hmm. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, banking the unbanked. Ouais, c'est vrai que ça a un gros potentiel. Tu sais, j'ai passé 4 ans en Afrique. Puis c'est vrai que là-bas, ça m'a un peu ouvert les yeux à. Tu sais, parce que c'est facile de parler tu sais, de finances ou d'économie, genre en Occident, où ce que, tu sais, tu sais, c'est des pays riches souvent, puis tout ça. Mais ça m'a ouvert les yeux justement au fait que ben, c'est pas tout le monde qui ont accès à cette richesse-là, si on veut. Et puis, le fait que le Bitcoin se propage beaucoup en Afrique, entre autres, je pense qu'effectivement, c'est un signe que le système est brisé. Tu sais. Les francs CFA, ce que tu connais, c'est la monnaie au Congo où ce que j'étais. Ça, un dollar US, ça vaut 500 dollars CFA. Ça me fait capoter à chaque fois que je pense. Puis, dans le fond, le CFA est basé, si ce n'est pas directement sur l'euro, mais c'est en Europe que ça se passe, dans le fond. C'est l'Europe qui décide la valeur du CFA, qui a décidé ça. Ben, ça fourre le monde, là, tu sais, c'est fou, là. C'est un outil colonialiste, l'argent, là. Puis le fait que le Bitcoin vient puis il brise ça, parce que c'est ça, c'est à l'extérieur de ce système-là, ben, c'est cool de voir, là, tu sais, des gens qui ont pas accès, qui n'auraient pas accès normalement à des choses comme le US dollar ou, euh, ou, euh, ou des cartes de crédit, des choses comme ça, ben, ils peuvent utiliser le Bitcoin, dans le fond, pour garder la valeur de leur argent contre l'inflation de d'autres puissances, si on veut. Et puis aussi pour échanger puis utiliser l'argent à l'extérieur du censorship. Fait que c'est très excitant, dans le fond, ce qui se passe dans les pays du tiers-monde. Puis je pense que à force que la situation se dégénère en Occident, les gens vont se réaliser de plus en plus la valeur des choses comme du Bitcoin. Tu sais. Puis je pense que l'adoption va aller de l'avant quand les gens en Occident, ben, je parle de l'adoption tu sais, en Occident. Là. Je pense que ça va s'accélérer quand les gens réalisent justement à quel point ça peut les sauver de ces troubles-là comme l'inflation ou censorship resistance money, là, le fait que tu peux échanger des bitcoins sans l'intermédiaire. Euh, Fait que je pense que c'est ça. Par l'utilité du bitcoin, les gens vont réaliser de plus en plus à quel point c'est utile. Fait que ouais, non, je suis d'accord avec ça. Mais il y aura toujours du fiat, man. Il y aura toujours du fiat. Puis moi, là, s'il faut que je vis dans un monde où il y a du fiat, ben Boswell, si on peut le rendre plus simple, plus efficace, ben pourquoi pas? Tu vois, moi, ce que j'aime du fiat, c'est le fait de pouvoir utiliser de l'argent cash. Hmm, Donc, en espèces. je Donc, vois. d'ailleurs, justement, c'est le seul truc vraiment positif que je trouve de l'argent fiat, c'est que tu as des notes tu sais, Hmm, que tu peux échanger sans que donc tu as encore l'aspect de résistance à la censure parce que le ouais. gouvernement ne peut pas débarquer. Puis là, si tu es en train de vendre des tomates pour du cash, tu sais, ils pourraient te viser toi, mais ils ne peuvent pas viser tout le monde. Mhm, Fait que l'aspect non censurable de l'argent cash, ça, je trouve que c'est super important.
Mais là, Mhm. avec des CBDC, on arrive à un système où justement, il n'y a plus cette possibilité-là. Mhm. Puis, tu vois, au Mexique, je pense 60%, plus que la moitié de l'économie, c'est encore d'économie cash, de l'économie grise. OK. Et en même temps, il y a un L'économie grise, peux-tu m'illuminer sur ce terme-là? C'est la première fois que j'entends ça. Euh, peut-être c'est pas un terme vraiment officiel en tant que tel, mais en fait, je pense que c'est quand même l'économie grise, c'est que tu sais, c'est pas de l'économie, c'est pas du marché noir, tu sais, c'est pas de l'économie illégale, mais c'est de l'économie qui va pas être dans les chiffres officiels, OK. qui est pas tu sais, le monde qui, justement, au Mexique, qui vendent des tacos, ben, ils vont pas avoir une entreprise puis déclarer leurs impôts pour ça. C'est ça qu'on parle par économie grise, mais ils vont pas se faire mettre en prison parce qu'ils vendent des OK. tacos. Fait que, c'est comme un peu un entre. Le gouvernement laisse ça aller parce que, premièrement, ce serait très coûteux essayer de rentrer ça dans l'économie officielle directement. Puis aussi de manière, pour des questions politiques, ben, tu veux pas nécessairement arrêter du monde parce qu'ils vendent des tomates ou des tacos dans la rue. C'est pas très favorable pour ta popularité si tu le fais, tu sais, de t'attaquer au peuple, dans le fond, parce que C'est ça, ouais. c'est souvent le monde plus, plus pauvre qui vont faire partie de cette économie-là, mais pratiquement, tu sais, n'importe qui va préférer, pas n'importe qui, mais tout le monde va préférer se faire payer cash, mettons. Fait que Mhm. c'est ça l'économie grise. C'est pas de l'économie légale, mais pas entièrement On enregistrée. the box. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que moi, je trouve que c'est quelque chose qui est bon en général pour les gens d'avoir la possibilité d'opérer dans cette. Parce que sinon, tu n'as juste pas de job. Tu sais. Est-ce que c'est mieux une job euh, euh, dans une économie crise ou juste pas de job puis tu Mhm. sais. Fait que quand les gens travaillent pour eux-mêmes, ben, tu sais, ils le font pour des raisons de survie ou tu sais, Mhm. faire sauver leur famille. Je sais pas, je m'en allais où avec tout ça. Mm. Euh, mais c'est pour dire que c'est l'aspect de cash, je pense que c'est Ouais. important. Ouais. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Et J'avoue. Mais, ouais, je voulais juste, tu ouais. sais, Non, tu as vas-y, parlé, vas-y. t'as parlé du franc CFA, ça c'est très Mhm. intéressant. Pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, le franc CFA, c'est comme une monnaie qui est gérée par la France, Mhm. qui est imprimée en France, qui est dans le fond environ, je pense, 14 pays en Afrique utilisent, donc des millions et des millions de personnes. Et tous ces pays-là sont sujets à payer des frais juste pour que la banque de CFA en France fait qu'ils se font vraiment crosser de manière sérieuse. Ils se font Euh, fourrer, SC. vraiment beaucoup. Puis, fait que Mm. une des raisons pourquoi, justement, je pense les pays. Toi, tu étais en Centrafrique. Au Congo, Euh, ouais, en Centrafrique, ouais. excuse, Congo, ont de la misère à se développer, c'est que justement, il y a une partie de la valeur qu'ils créent qui est exploitée de manière pratiquement invisible à travers ce franc CFA. Donc, tu vois, je connais quelqu'un que j'ai interviewé sur le podcast, il vient du Congo, puis Ah, c'est cool. comme un éducateur Bitcoin. Donc, justement, c'est un des points principaux que, lui, il apporte justement en voulant parler du Bitcoin, c'est qu'on on se libère du joug un peu Mm. des monnaies centralisées comme ça. Mhm. Euh, mais je suis curieux de ton expérience en Afrique parce que des fois, je te vois poster contre les colonisateurs, contre les digital nomades, un peu comme moi. Donc, je suis curieux. Est-ce que c'est une semi-blague? Est-ce que c'est une critique? Est-ce que c'est quoi que tu entends derrière ça? Surtout que Non, toi. c'est pas des jokes, man. Fuck les colonisateurs, puis fuck le colonialisme. Ça, c'est quelque chose qui me choque profondément. Ouais, non, j'ai passé 2 ans 2 ans au Congo, puis 2 ans au Cameroun, dans le fond. Euh, Au début, le mandat de mes parents, parce que c'était quand j'étais ado, puis mes parents, ils ont commencé à travailler pour un organisme d'alphabétisation, où ce que tu as plein de tribus au travers le monde, surtout en Afrique, où ce que c'est une tradition orale. Fait qu'ils n'ont pas de langue écrite. Tout est oral. Fait que c'est fou. Ils ont des milliers d'années d'histoire qui est transmise
par tradition orale. C'est incroyable. Mais quand c'est sur papier, ben, ça peut survivre à beaucoup plus que juste transmis oralement, là, tu sais. Fait que, dans le fond, il y a beaucoup d'importance dans l'organisme. Ça s'appelle ECL International, dans le fond. C'est ça le nom de l'organisme. Puis, oui, c'est ça. C'est de donner une langue écrite à tout le monde. Fait qu'en utilisant l'alphabet international, dans le fond, ils utilisent ça pour identifier dans le fond, Les les sons. styles, puis dans le fond, toutes les façons de prononcer des choses. Et puis, en utilisant l'alphabet international, ils créent un alphabet pour une culture, si on veut. Fait que mes parents, ils ont travaillé pour cet organisme-là 4 ans au Congo. Moi, j'étais au Congo 2 ans, les 2 premières années. Puis 2 ans après ça, j'ai été au Cameroun pour aller à l'école américaine là-bas. Avant, on faisait du homeschooling. Puis, dans le fond, 2 ans, j'ai été, dans le fond, au Cameroun pour une école. Euh, Puis ouais, ça m'a beaucoup ouvert les yeux au fait à quel point on est privilégié en Amérique du Nord. C'est fou. Tu sais, des choses comme la santé, comme tu sais, juste la liberté économique. Tu sais, c'est c'est choquant. C'est choquant de voir que à cause d'un système régi par, dans le cas du Congo, par la France, que dans le fond, des millions de personnes sont réduites à la misère. Ça me fait capoter, ça me fait bad tripper. Puis ça m'a beaucoup ouvert les yeux à ça. Parce que les Congolais sont accueillants, sont centrés sur la communauté, tu sais, sont chaleureux. Tu sais, c'est du bon monde, là, tu sais. Mais pourquoi est-ce que moi, à cause que j'ai été né en Amérique du Nord, ben, j'ai accès à plein d'affaires que eux autres, ils n'ont pas. Ben, ça me fait battre triper. Ça me fait capoter. Surtout que c'est par conception. Comme tu disais, là, tu sais, c'est un système qui a été construit tu sais, par l'Europe dans ce cas-là. Euh, En tout cas, ça me fait capoter. Et puis, mais ça m'a ouvert les yeux, ce voyage-là. C'est plus qu'un voyage, c'est un séjour. Tu sais, c'est à la réalité, puis à quel point on est bien en Amérique du Nord en termes de santé, puis de stabilité économique, et puis juste tu sais, des biens qu'on a accès, puis en tout cas, bref. Euh, oui, mais c'était un bon temps. C'était, c'était difficile en même temps parce que la barrière culturelle est très élevée. Déjà, juste le fait que je suis blanc, c'est une barrière culturelle. Tu sais, les gens vont pas voir Joe Blow dans la rue, ils vont voir Ah, le blanc, le blanc, le blanc. C'est drôle parce que mon nom, c'est Leblanc, tu sais. Fait qu'à chaque fois que je marchais dans la rue, tu sais, le blanc, le blanc. Oui, quoi, qu'est-ce que tu veux? En tout cas, c'était drôle, là. Mais juste le fait que je suis blanc, ben déjà là, c'est une barrière culturelle. Puis aussi, linguistiquement, la langue officielle là-bas, c'est le français. Fait que, thank God, au moins, tu sais, on pouvait communiquer en français. Mais c'est leur langue seconde là-bas. Eux autres, leur langue maternelle, la langue de leur cœur, c'est, tu sais, le mboté ou le, tu sais, il y a des centaines, voire des milliers de langages, des fois, dans ces pays-là. Puis c'est jamais le français. Fait que déjà là, il y a une autre barrière culturelle qui s'installait. Fait que, tu sais, c'était difficile pour ça. Tu sais, j'avais quelques amis congolais, mais pas beaucoup. Tu sais, on restait beaucoup dans l'enclave occidentale, dans la capitale, à Brazzaville. Mhm. Fait que, tu sais, c'était difficile de tisser des liens. Il n'y avait pas beaucoup de kids de mon âge au centre. Fait que, tu sais, c'était beaucoup d'isolation sociale. C'est une des raisons pourquoi mes parents m'ont envoyé à l'école au Cameroun, c'est ben, pour avoir des amis, tu sais. Mhm. Euh, mais ouais, fait que ça a été difficile à ce niveau-là, mais ça a été une très belle expérience. Puis je le recommanderais à tout le monde, honnêtement, là, de passer pas juste quelques mois quelque part, passe 1 an minimum. Essaye de passer le 1 an de transition parce que ça prend 1 an, une transition de ce Mhm. calibre-là. Là. Tu sais, ça fait combien de temps que tu es au Mexique? Juste par curiosité. Environ 2 ans. OK. Ben, la première année, est-ce que tu penses est-ce que tu files qu'elle était différente que la deuxième? Il y a dû avoir un ajustement pendant cette première année-là. Non, définitivement, je pense qu'il y a comme une lune de miel, Hmm. peut-être, ou, tu sais, puis, tu sais, une fois que tu émigres dans un pays puis tu as l'intention d'y rester, ben, c'est différent que juste, mettons, avoir l'intention de rester là pendant quelques mois, Hmm. puis juste apprécier la culture et tout. Fait que c'est sûr que moi, je suis rendu à une phase où je veux comme m'intégrer de manière plus profonde. Tu sais, je parle espagnol, mais pas parfaitement. Euh, Puis, tu sais,
je veux vraiment participer à, disons, le futur du Mexique dans un certain sens. Mhm. Donc, mais au début, c'était plus comme, hey, regarde, tout est plus cheap, Ouais, tu c'est sais, ça. Ouais. c'est tellement cool, puis tout, tu sais, c'est vrai, puis c'est pas quelque chose à négliger, mais par la suite, si tu décides de vivre quelque part, ben, effectivement, il faut que, puis juste pour bien te sentir toi-même, tu sais, si tu Mm. veux, faut que tu t'intègres de manière plus profonde. Mhm. C'est sûr que je pense que la barrière culturelle entre Canada et Mexique est vraiment plus basse que Canada puis Afrique. Mm. Donc, tu sais, moi, tu sais, juste quand on parle de la couleur de peau, ben moi, je pourrais passer pour euh, quelqu'un qui est né au Mexique. Tu sais, il y a des Mexicains blancs aussi. Mhm. Il n'y a pas juste tu sais, parce qu'il y a eu de l'immigration espagnole, française, tu sais, fait que au Mexique, c'est un mélange de tout, là. T'as Un vraiment, par melting exemple, pot. exact. Fait que, tu Mhm. sais, il y a des Mexicains blancs, tu sais. Fait que je sors pas du lot d'une manière incroyable. Tu sais, je flash pas dans la rue comme toi, comme tu sais, comme tu le ferais au Congo. Fait que, non, définitivement, il y a un temps d'adaptation. Mais moi, j'étais plus intéressé justement parce que tu as dit, tu sais, évidemment, je pense que les conséquences de la colonisation, Mm. comme tu as dit, sont très apparentes. Euh, mais bon, il y a du monde comme, genre, tes parents, sûrement avaient des bonnes intentions en allant là-bas pour essayer d'améliorer les choses. Euh, Puis il y a beaucoup de personnes tu sais, qui vont en Amérique latine, qui s'impliquent dans leur communauté, qui essaient de s'intégrer. Fait que là, c'est pour ça que je trouvais ça bizarre que des fois, par exemple, tu écrivais Fuck les digital nomades. Fait que, est-ce que c'est juste pour ceux qui sont là pour profiter des bas prix? Puis ils s'en foutent un peu de la culture. C'est ça que tu critiques ou juste vraiment l'aspect général du monde qui essaie Non, de non, non. s'installer Je trouve que ça peut être une très bonne chose, justement, de s'intégrer ailleurs ou, tu sais, Non, 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 c'est ça. C'est plus l'aspect l'aspect de tourisme de la chose, là, tu sais. mhm, C'est plus ça qui me gosse, tu sais. C'est bien beau, tu sais, vouloir être un digital nomade puis tout ça, mais il faut faire attention, il faut respecter la culture dans laquelle on s'intègre, tu sais. Il faut prendre tu sais, le fait que tu apprends ou que tu aies appris l'espagnol plutôt, tu sais, ben ça, right on, tu sais, c'est good. Tu sais, d'apprendre la culture, de s'intégrer dedans, ça prend des sacrifices, ça prend de laisser, tu sais, des morceaux de culture, si on veut, qu'on avait back home, et puis de trouver des nouveaux morceaux de culture où ce qu'on est. Mais souvent, c'est les gens, ils voient ça plus comme un échappatoire du Canada, des hauts prix, puis tout ça, puis d'aller chercher dans le fond, les prix plus bas, puis tu sais, c'est plus ça qui me gosse un peu. Tu sais, c'est le fait d'exploiter, si on veut, une culture parce que c'est plus convenient d'être là ou ce qu'on a plus de leverage pour être là. Tu sais, je ne sais pas si je fais du sens, là, mais c'est plus cet aspect-là qui me gosse. Euh, Maintenant, ben, tout le monde fait leur choix, tu sais, c'est pas à moi de juger. Euh, mais souvent, les gens, ils voient ça, puis c'est comme, ah, tous mes problèmes vont être réglés si je pars du Canada. Ou, tu sais, non, tu sais, il va y avoir des problèmes là-bas aussi, puis surtout si tu veux réellement t'intégrer, ben, il va y avoir un choc culturel. Tu sais, ça sera pas tu sais, oui, il va y avoir une lune de miel, mais tu sais, à un moment donné, il va falloir que les gens vivent avec les personnes là-bas. Tu sais. Et mhm, puis, c'est juste de faire attention pour pas manquer de respect envers la culture dans laquelle on s'intègre. Tu sais, d'apprendre la langue, déjà là, ça, c'est un très bon step. Puis, je suis pas mal certain que c'est pas tout le monde, tu sais, qui sont willing de faire ça. Tu sais, par exemple, je ne sais pas au Mexique en passant, je serais curieux de savoir, dans le fond, de l'entendre de toi par rapport à ça. Mais tu sais, en Afrique, il y a une grande communauté française, une grande communauté européenne, puis c'est dans leur enclave, là, tu sais, ils se tiennent entre eux autres, tu sais, ils ne s'intègrent pas dans la culture, puis tu sais, c'est une façon d'exploiter l'Afrique, dans le fond, vivre là-bas. Fait mhm, que, tu sais, je veux juste mettre une bémol sur les digital nomades, c'est bien beau, puis tout ça, mais c'est pas nouveau, tu sais, des personnes qui émigrent vers des pays plus pauvres, tu sais, ça fait longtemps que c'est de même, puis tu sais, c'est un flux de population normale, mais de mhm. juste faire attention, de respecter la culture, puis de ne pas être un exploitateur. Je ne sais pas si je suis trop harsh, là, tu sais, mais ça me gosse. Parce qu'en Afrique,
Boswell, il y a beaucoup, beaucoup d'étrangers. Puis, tu sais, on vit la vie, là, wow, tu sais, c'est une vie de riche, là, tu sais. Mhm, Mais c'est pas fair. C'est pas, ça me chicote. Ça me chicote. Ouais. mhm. Ben, moi, je te dirais plus dans le sens, tu sais, comme tu as dit, les flux migratoires, c'est normal depuis toujours. Il y a eu Mhm. euh, l'aspect de personnes riches qui résidaient dans d'autres pays, puis souvent parce qu'il y a des compagnies étrangères qui vont Mhm. exploiter des ressources naturelles, fait qu'il y a besoin d'ingénieurs tu sais, du pays de laquelle la compagnie existe pour surveiller les affaires et tout. Mais tu vois, justement, dans l'aspect de plus de digital nomade, ben, t'es plus comme on your own. Mhm. T'es plus toi tu sais, tu reçois un salaire de quelque part d'autre. Puis je vois pas nécessairement ça comme de l'exploitation euh, financière parce que veux pas, tu ramènes de l'argent euh, dans le pays. Euh, Puis c'est sûr que il faut reconnaître le privilège là, que quand tu fais ça, t'es définitivement privilégié, puis c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mais c'est pour ça que je trouve ça intéressant, par exemple, quand il y a des digital nomades qui viennent au Mexique puis qui veulent, qui voient des opportunités d'ouvrir des entreprises Mhm. là-bas, engager du monde là-bas, tu sais, peut-être les payer mieux que la moyenne mexicaine, ben, tu vois, moi, je trouve ça comme un truc positif. Mais comme tu as dit, il faut s'intégrer, pas seulement pour respecter le pays, mais aussi, comme tu as dit, un des trucs qui est difficile, c'est la solitude un peu. Tu sais, t'es pas dans ta culture, fait que t'es toujours la personne différente. Fait que ça, je pense, c'est le truc le plus difficile pour quelqu'un qui s'expatrie. C'est justement tu sais, tu vas pas avoir tous tes amis, ta famille autour de toi. Fait que Mhm. t'as pas le choix de t'intégrer en quelque sens, sinon tu vas pas être heureux. Mhm. Puis bon, juste reproduire ton mode de vie que tu avais puis juste traîner avec des Canadiens ou des Américains, ben, pour moi, je trouve ça pas. Ça sert à quoi, tu sais? Mhm. Pour moi, j'ai pas. Les prix, genre, j'ai déménagé au Mexique, surtout pour la culture puis pour Mhm. les expériences que je pourrais avoir ici. Évidemment, les prix plus bas, c'est pas négligeable comme décision, mais ça devrait pas être la raison numéro un pour pourquoi quelqu'un veut aller ici, tu sais, ou Mhm. aller dans un autre pays. En tout cas, c'est pas mal de ce qu'on dit, hein, les deux, mais Ouais, non, c'est sûr. C'est ça, exactement. Il n'y a pas rien de l'argent dans le monde, là, tu sais, c'est bien beau, mais tu sais, c'est important de s'intégrer puis d'apprendre la culture où ce qu'on est. Mm. super. Ça fait un bout qu'on parle. Je me rappelle pas exactement quand on a commencé. Mais c'est cool. Ça fait différent des entrevues d'avant. Parce que là, on parle plus comme de notre vie, puis on a des opinions différentes. Mhm. D'habitude, je questionne les gens, surtout, par exemple, euh, par rapport à leur travail. Souvent, c'est du monde qui travaille dans l'industrie du Bitcoin. Fait que je leur demande plus sur les aspects du travail et tout. Mais mais j'ai bien aimé notre conversation. J'espère que j'ai rien oublié parce que ce serait. J'ai-tu oublié quelque chose de demander quelque chose? Non, non, je pense que ça fait le tour. Ouais. Euh, cool. Est-ce que toi, dans le futur, t'as des plans par rapport au Bitcoin plus professionnel? Est-ce que tu veux justement grandir ton auditoire sur Twitter ou quelque chose pour éventuellement t'intégrer dans une compagnie? Ou c'est juste quelque chose qui t'intéresse de manière personnelle? C'est quelque chose qui m'intéresse de manière personnelle. Quoique, si jamais j'ai une opportunité de travailler dans le domaine, ce serait quelque chose que j'aimerais faire, honnêtement. C'est quelque chose qui m'intéresse. Pour l'instant, je suis bien où ce que je suis. Fait que, tu sais, dans le fond, le Bitcoin, c'est plus un hobby, tu sais, quelque chose qui, c'est une occupation personnelle, comme tu dis. Euh, mais ouais, dans le fond, j'essaie de focuser sur mon art, sur mes livres, sur mon écriture. Dans le fond, sur Twitter, je pose du contenu. Fait que si vous êtes sur Twitter, gang, allez me follow, man. Puis, ouais, non, j'étais bien content d'être sur ton podcast. C'était une belle expérience. Ouais, je vais partager ton Twitter. Je dirais que ça m'a sauté aux yeux, parce que c'est drôle, ton nom, euh, Kevin avec puis culture, man. Kevin Culture, puis
tu tends à commenter des trucs qui sortent du lot. Même des fois, tu vas commenter en français des trucs en anglais, puis c'est comme, OK. Je sais pas c'est quoi ta stratégie derrière ça, ou c'est juste Il n'y a pas de d'être... stratégie, man. C'est comme que je le feel. C'est, comme je te dis, c'est un catharsis. Hein? Il faut que ça ouais, sorte. faut que Fait ça que sorte. Ouais. aussi bien être sur Twitter. Super. Fait qu'on a discuté pas mal, puis je vais aussi mettre tes liens pour les livres que tu veux, partager publiquement. Fait que moi, je vais définitivement lire le truc sur la Pologne. Mais bon, c'était très intéressant de voir le mix de tes opinions. Certaines, je trouvais qui se contradisaient une entre l'autre. Mais je pense que c'est ça qui fait que le Bitcoin euh, une grande force, c'est que peu importe les opinions que tu as, ça marche pour toi, ça marche pour tout le monde. Puis tu sais, en tant que socialiste, peut-être c'est quelque chose que tu pourrais apprécier, que tu apprécies, j'imagine, parce que ça met un pied d'égalité pour tout le monde. Fait que peu importe t'es qui, tu peux utiliser le Bitcoin, que tu sois riche, pauvre, africain, québécois, Yes, sir. canadien. Fait que c'est ça que j'aime du Bitcoin, perso. Hmm. T'as-tu un dernier mot de la fin? Pour tous les locuteurs, merci d'avoir écouté. M'écouter dire de la merde. Je peux radoter des fois. Mais merci à tous. Et puis, suivez-moi sur Twitter, man. C'est là que ça se passe. Parfait, super. Donc, merci, Jonathan Leblanc. À la prochaine. Yes, sir.